m'était impossible de ne pas parler de cette mention honorable. Parce que Nathalie Yambe possède désormais un passeport diplomatique. Oui, c'est une mention honorable. Le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a procédé à la nomination officielle de la géostratège panafricaniste Nathalie Yambe en qualité de conseillère spéciale. Elle ne pouvait pas ne pas avoir cette place. C'est un truc que j'avais déjà mentionné depuis. Tant elle est bonne conseillère sur toutes les affaires diplomatiques, politiques et géopolitiques des nations africaines. C'est une décision chargée de symboles et de bon sens. Et ça s'accompagne de la remise d'un passeport diplomatique nigérien à l'analyste récemment visé par les sanctions de l'Union européenne. En voulant la restreindre, ils l'ont rajouté des ailes. Ils lui ont donné la possibilité de se déplacer encore plus facilement à travers le monde et de connecter encore plus avec les peuples qu'elle défend au quotidien. C'est une figure emblématique du panafricanisme contemporain, on le sait. Nathalie Yambe intègre désormais le cercle rapproché du chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP. Elle rejoint ainsi un autre acteur majeur du courant panafricain et de la défense de l'Afrique qui est Kémi Séba. Kémi Séba qui est déjà en poste comme conseiller spécial auprès du président Abdourahmane Tiani. Donc, connu pour ses prises de position radicales, ses stratégies bien pensées, bien ficelées et ses analyses toujours fines, fluides. Contre l'influence française et plus largement l'institution occidentale en Afrique, Nathalie Yambe devient donc l'un des visages officiels du régime de Niamey. La remise de son passeport diplomatique est perçue par ses partisans comme un geste fort, affirmant la souveraineté du Niger et sa volonté de s'émanciper de l'ordre international hérité de la colonisation. Niamey est désormais la capitale du panafricanisme. C'est ce qu'a lancé Abdourahmane Ouamrou, le président de la section nigérienne d'urgence panafricaniste. Cette nomination s'inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement géopolitique du Niger au sein du continent africain. Alors que l'Union européenne a sanctionné Nathalie Yambe pour des prises de position jugées contraires aux intérêts de l'Union européenne, donc pour les intérêts de l'Afrique, sa nouvelle fonction confirme l'orientation panafricaniste, sa bonne foi et l'anti-impérialisme du pouvoir militaire dirigé par le général Tiani. Pour ceux qui doutaient encore. Concrètement, ça signifie quoi? Le passeport diplomatique confère certains avantages, mais il ne garantit pas une liberté totale de circulation partout dans le monde. Donc, voici les points essentiels que l'on doit comprendre. Le passeport diplomatique qu'on lui a attribué facilite les déplacements, rend extrêmement fluide les déplacements et lui donne l'accès à des files spéciales dans les aéroports et permet l'exemption de visa. Donc, pour se déplacer en Afrique, en Asie, ou même encore en Amérique du Sud, elle n'aura plus besoin de visa. Elle pourra le faire rapidement, elle ne va pas subir 1001 fouilles des contrôles en n'en plus finir. C'est terminé ça pour elle. Elle aura une file spéciale. Elle arrive, elle continue, elle repart. Bref, là, elle peut circuler librement dans les régions et dans les zones dont elle défend les intérêts. Elle l'a toujours dit et à maintes reprises qu'elle n'en a que faire de se déplacer au sein de l'Union européenne. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Mais ça ne veut pas dire qu'elle bénéficie pleinement de l'immunité diplomatique. Elle a un passeport diplomatique qui lui permet qu'elle se déplace vite, mais elle n'a pas l'immunité. Parce que pour avoir l'immunité, il faut officiellement être accrédité auprès d'un État étranger. Par exemple, comme ambassadrice ou membre d'une mission. Ok. Les sanctions décidées par l'Union européenne restent valables à son encontre, même si elle possède un passeport diplomatique du Niger. Elle ne pourra pas entrer dans l'espace Schengen ou circuler comme ils l'ont dit tant que cette décision n'est pas révoquée. Elle pourra voyager plus facilement en Afrique et dans tous les pays alliés du Niger et dans toutes les zones qui sont non alignées également au bloc occidental, c'est-à-dire Russie, Chine, les BRICS, etc. Mais dans les pays occidentaux qui appliquent les sanctions, son passeport diplomatique ne lui ouvre pas systématiquement les portes. Voilà. Donc ça, c'est une mention tellement honorable qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner. Bravo au général Tiani. Bravo. Ça, excellente décision. Sachant que la raison principale pour laquelle les peuples africains ne se connaissent pas, c'est parce qu'on ne se côtoie pas. Et on ne se côtoie pas parce qu'on a rendu le déplacement d'un pays à l'autre extrêmement difficile. Là où, en Europe, une personne avec sa carte nationale d'identité peut traverser tout l'espace Schengen,
Nous, on a besoin de 1001 millions de procédures avec une fortune démesurée pour pouvoir nous déplacer au sein du continent. Parce qu'on a même parfois l'impression que ça ne concerne que nous, là, les petits gens qui devront nous débrouiller au quotidien. Non, pas du tout. Même les personnes les plus fortunées du continent ont les mêmes problèmes. C'est Dangote, et ça m'avait choqué, qu'il avait dénoncé. Il a fait comprendre que même lui, avec toute sa fortune, tout son appareillage diplomatique, économique, relationnel, il a constamment besoin de demander les visas pour se déplacer au sein de l'Afrique. As an investor, I have to now apply 35 different visas. The most annoying thing is that, yes, if you are treating everybody the same, then I can understand. I can assure you, Patrick doesn't need 35 visas. No. So which means you have a freer movement than myself in Africa. Yeah. Est-ce que ça a un sens? On n'a pas de route continentale. On n'a pas de voie ferroviaire continentale. Tout c'est intra-pays. Deux villes, Brazzaville et Kinshasa, situées dans deux pays qui portent quasiment le même nom, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Seul un fleuve les sépare, le fleuve Congo, que tu peux traverser en bateau en 15 minutes. Mais devine quoi? Les citoyens des deux pays doivent pour cela demander un visa. Et si tu es africain, mais que tu n'es pas d'ici, tu dois demander 2 visas pour visiter ces deux pays. Pourquoi un Africain doit-il acheter 2 visas à plus de $100 chacun pour visiter les deux capitales les plus proches du monde? Entre les procédures compliquées, la méfiance de l'autre, les extorsions et les questions à la frontière, cette enseignante-chercheuse trouve que les Africains sont traités comme des étrangers sur leur propre continent. Il est plus facile, rendez-vous compte, pour un Européen de se déplacer en Afrique que pour un Africain de se déplacer d'un pays à un autre. Et c'est pourquoi, d'une part aussi, nous ne connaissons pas assez. Et ça va bien au-delà du tourisme, car ça touche aussi les chercheurs, les travailleurs ou encore les entrepreneurs. Ce qui fait encore plus mal, c'est que des non-africains ont souvent plus facilement accès à des visas pour voyager en Afrique que des Africains ayant des passeports d'autres pays du continent. Ce passeport-là me donne moins d'opportunités en tant qu'Africaine et Gabonaise en Afrique que cet autre passeport espagnol qui me donnera plus de flexibilité en termes de mobilité à l'intérieur du continent. Moi-même en décembre, je devais aller en Afrique du Sud pour le mariage de mon cousin. Guette la paperasse qu'il fallait que je fournisse pour avoir un visa, vu que j'ai un passeport rwandais. Mais le plus dingue, c'est que je ne l'ai finalement pas obtenu. Motif, je devais booker un rendez-vous à l'ambassade sud-africaine au moins 3 mois avant la date du voyage. Et quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre que des invités belges qui allaient au même mariage n'avaient même pas eu besoin de demander de visa. Voilà comment est-ce qu'on est séparés, constamment. Résultat, vous voyez des Gabonais qui se pensent différents des Camerounais, des Béninois, des Ivoiriens, et tout ce mélange-là fait en sorte que les peuples ne se comprennent pas, alors que nous sommes exactement pareils, on a exactement les mêmes problèmes, exactement les mêmes difficultés, exactement la même histoire. Rien ne change, même pas une virgule, même pas une virgule, exactement la même chose, mais on est persuadé d'être différents. Il y a certains qui se croient supérieurs à d'autres et certains qui se croient inférieurs à d'autres. Mais quelle bêtise! Et tout ça est lié au fait qu'on ne discute pas. Parce que si on prend simplement le temps de discuter, vous allez vous rendre compte que, mais on dit qu'on est même différent en quoi? Autant mieux on se met ensemble, on essaie simplement d'améliorer notre situation. Donc, à noter, ce geste du général Abdourahmane Tiani de permettre la libre circulation de Nathalie Yambe dans tous les pays alliés, c'est beau. De toute façon, il faut commencer bien avec les alliés avant de chercher à prendre les ennemis. Voilà. Donc, pouce bleu et encouragement à notre tata nationale. On poursuit avec la réaction du Sénégal face aux sanctions américaines visant des magistrats de la Cour pénale internationale. Le gouvernement sénégalais a exprimé sa ferme opposition aux nouvelles sanctions décidées par les États-Unis contre des juges de la Cour pénale internationale, dont le magistrat sénégalais Mamé Mandiaye Niang, qui est actuellement procureur adjoint à La Haye. Dans un communiqué officiel, le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères exhorte Washington à revenir sur cette décision, jugeant qu'elle constitue une atteinte grave au principe d'indépendance de justice ainsi qu'au droit pour les magistrats de la Cour pénale internationale d'exercer librement et sereinement le mandat qui leur est confié par 125 États partis au statut de Rome. La Cour pénale internationale, une nouvelle fois ciblée par l'administration Trump. Le département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de 4 magistrats de la Cour, 2 juges, dont le français Nicolas Guilloux, et 2 procureurs adjoints. Ces individus sont des étrangers qui ont directement participé aux efforts de la Cour pénale internationale visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'une ou l'autre nation. Les 4 magistrats se voient ainsi interdits d'entrer sur le sol américain et leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés.
Les sanctions ont été saluées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Elles ont aussi été immédiatement dénoncées par la Cour pénale internationale qui y voit une attaque flagrante contre l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale. Argument repris par les Nations Unies. Nous sommes très préoccupés par les décisions prises de sanctionner davantage les responsables de la CPI, conformément à l'ordre des États-Unis. L'indépendance de la justice est un principe fondamental qui doit être respecté. Or, ce type de mesure sape les fondements de la justice internationale. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, pourtant premier tribunal international pour les crimes de guerre créé en 1998. Ces sanctions ne sont pas les premières prises par l'administration Trump. Washington a déjà sanctionné l'ancien procureur en chef de la CPI, ainsi que 4 autres juges. C'est vous qui pensez que l'Occident a quelque chose à faire des règles et des institutions qu'il crée pour pouvoir dominer les autres. Même la France est touchée par ce genre de choses. Je vous remets ici l'extrait d'Emmanuel Macron où il fait clairement comprendre qu'il ne faut pas suivre les règles. Jamais. Et ça a toujours été dans la philosophie et dans les principes de fonctionnement du monde occidental. And don't believe those who say that's the rule of the game. Ne croyez pas tous ceux qui vous diront de respecter les règles du jeu. Don't question the rule of the game. Ne vous questionnez pas sur les règles du jeu. It's always been like that. Et cela a toujours été comme ça. Le fait que vous devez suivre les Follow règles, these rules. That's bullshit. c'est du n'importe quoi. C'est doi, c'est du bullshit. C'est eux qui le disent. Mais nous, on va aller respecter les règles. Eux, ils ne comprennent que la loi du plus fort, c'est tout. La preuve, il est écrit là, la France a pris connaissance avec consternation des nouvelles sanctions américaines contre la Cour pénale internationale à l'encontre de 4 de ses magistrats, dont un juge français. Et Nathalie Yambe dit à ça, quand c'est vous qui sanctionnez illégalement et politiquement, vous êtes content. Quand ce sont les autres, vous êtes consternés. Vous êtes marrant. Ce qui arrive à Maclacla arrivera à Macloclo. Façon de faire comprendre là que tout ce qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Les États-Unis peuvent sanctionner un juge français parce que les États-Unis sont plus forts, c'est tout. Ce n'est que ça qu'ils respectent. Et donc, nous avons par expérience la preuve que la seule chose qui compte pour eux, c'est gagner. Point à la ligne, peu importe la manière. Et ils l'ont toujours dit, ne pas suivre les règles. Vous jouez donc avec le maître du jeu et vous suivez ses règles, alors qu'il peut changer les règles à tout moment. Non, ça n'a aucun sens. Donc, voilà maintenant Dakar qui est obligé d'affirmer sa solidarité totale envers son ressortissant Mandiaye Niang. Voilà, le juge. Le Premier ministre Ousmane Sonko a de son côté salué la position ferme du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il qualifie de leadership éclairé en soutien à la Cour pénale internationale et à leurs compatriotes. Sonko a également assuré apporter un appui personnel total et inflexible à Mandiaye Niang, qu'il décrit comme un homme profondément attaché aux principes sacrés de justice. Selon lui, l'État sénégalais se tiendra aux côtés de son magistrat face à ces mesures injustifiées et infondées des États-Unis. Les sanctions rendues publiques mercredi, après avoir été annoncées dès le mois de juin, consistent essentiellement en une interdiction d'entrer sur le sol américain, un gel éventuel des avoirs aux États-Unis et une interdiction de toute transaction financière avec les personnes visées. Tout simplement. Les autorités américaines accusent 4 juges. Kimberly Prost, une Canadienne, Nicolas Gayouf, un Français, le Français en question, Naza Chamem Kang, qui vient des Fidji, et donc Mame Mandiaye Niang, qui est sénégalais. Et les États-Unis les accusent d'avoir directement contribué aux démarches de la Cour pénale internationale visant à enquêter, à arrêter, à détenir ou poursuivre des ressortissants américains et israéliens sans l'accord préalable des 2 États. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a estimé que ces initiatives constituaient une menace pour la sécurité nationale des Américains, réaffirmant l'opposition de Washington à la politisation de la Cour pénale internationale. Mais bien sûr, comme s'il y a un seul instant où la CPI n'a pas été politique. La CPI ne prend que des décisions politiques. Mais là, ça ne vous arrange pas, donc vous n'êtes pas d'accord avec. Quand ça ne vous arrange pas, c'est là qu'on entend le fait que ça nuit à la sécurité nationale américaine. Bravo. Les dossiers dont il est question là concernent des enquêtes ouvertes pour crimes de guerre commis par des militaires américains en Afghanistan entre 2001 et 2021, ainsi que les mandats d'arrêt délivrés contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant en lien avec la guerre à Gaza.
Il y a eu une réponse de la CPI. Dans une déclaration officielle, la Cour pénale internationale a dénoncé une attaque flagrante contre son indépendance et un affront à tous les États membres, à l'ordre international fondé sur des règles et aux victimes des crimes à travers le monde. Elle a réaffirmé qu'elle allait continuer de mener son mandat en stricte conformité avec son cadre juridique, sans céder aux menaces ni aux pressions. Ils vont céder. Là, c'est juste le blabla pour le grand public. Ce n'est pas la première fois que Washington prend pour cible les responsables de la Cour pénale internationale. L'administration Trump avait déjà imposé des sanctions à la procureure Fadou Bensouda, sanctions qui avaient été levées par la suite par Joe Biden. Plus récemment, en février dernier, le procureur Karim Khan avait lui aussi été sanctionné par les États-Unis avant de se mettre en congé en mai après des accusations de harcèlement sexuel. La décision des États-Unis de sanctionner plusieurs juges de la Cour pénale internationale, dont le magistrat sénégalais Niang, révèle de façon frappante la hiérarchie réelle des rapports de force dans le système international. Officiellement, la Cour pénale internationale est indépendante et soumise au droit international. Mais la réalité montre que les règles ne s'appliquent pas tant qu'elles ne servent pas les intérêts des puissances dominantes. Et il faut qu'on retienne ça. Les règles ne s'appliquent pas si ça ne sert pas les intérêts des puissances dominantes. Les sanctions américaines, c'est-à-dire interdiction d'entrée, gel des avoirs et interdiction de transactions financières, illustrent qu'une puissance économique et militaire peut contourner le droit sans aucun problème pour protéger ses ressortissants et imposer sa vision de la sécurité nationale. Le fait que les États-Unis n'aient pas ratifié le statut de Rome leur permet d'agir sans même se préoccuper de la légitimité juridique de la CPI. Ce type d'action démontre que le monde des relations internationales fonctionne avant tout selon la logique de puissance dominante et de domination, et non pas sur la fameuse égalité qu'ils ont souvent essayé de nous vendre. Il n'y a pas d'égalité de traitement ou de respect des institutions, même si ces institutions sont créées par l'Occident lui-même. Ils ne respectent rien de tout ça. Les pays africains sont vulnérables face à ce genre de pression parce qu'ils sont souvent dépendants du dollar, des marchés occidentaux et des systèmes financiers internationaux, tous dirigés par l'Occident. Les Africains doivent comprendre que les règles internationales sont accessoires face aux intérêts des grandes puissances. Ça ne sert que leurs intérêts et rien d'autre. La stratégie qu'on peut faire donc, c'est construire des mécanismes de protection et de solidarité qui fonctionnent indépendamment de l'Occident. Défendre sa souveraineté, défendre ses ressortissants et ses principes de droit, avoir une politique proactive et consciente des rapports de force réels. Il faut qu'on prenne conscience de qui on a en face de nous. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,